C'est parti pour un nouveau numéro de EPAF et aujourd'hui très heureux d'accueillir sans doute l'un des plus grands experts médias qu'on a la chance d'avoir. Il suit la télé 7 jours sur 7 sans toucher à son poste. Après avoir fait un tour le matin chez Audrey, il est désormais le midi chez Estelle. Et après avoir participé à Pif Paf, il est aujourd'hui avec nous dans EPAF. C'est Thierry Moreau. Merci d'être là. Merci, bonjour. Bonjour, alors pour débuter, j'aimerais savoir comment vous avez gravi les échelons et j'imagine que les médias ont toujours été une passion et que vous avez dû quitter très vite Fontenay-le-Comte. Oui, absolument. En fait, moi, depuis quand j'étais gamin au lycée, dès que j'avais un moment de libre, en fait, j'allais à l'agence Presse Océan ou l'agence Ouest France du coin pour faire des stages, pour essayer de commencer à faire des papiers. Et c'est vrai que ça m'a toujours passionné. L'information m'a toujours passionné. L'idée de faire passer le message entre d'un côté une information, de l'autre côté un public, m'a toujours passionné. Donc après, quand je suis arrivé à Paris pour faire mon service militaire, j'ai ensuite enchaîné les stages, enfin les CDD en fait, à RMC lorsque RMC était rue Magellan, donc il y a très 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 longtemps. Je parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et donc j'ai commencé, ouais, ça a été le début en fait RMC. Et après j'ai travaillé à la lettre de la communication, dans plein de journaux, à CB News, et puis après à Entrevue avec Thierry Ardisson. Et là, avec Entrevue, c'est vrai que c'était intéressant parce que c'était de la presse grand public. Et en fait, moi, ce qui me plaît beaucoup, comme dans la presse quotidienne régionale d'ailleurs, c'est l'idée que on parle au plus grand nombre. Et donc après, ensuite, j'ai toujours été dans des médias grand public parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Quand j'étais à Voici, on a fait le record de vente du journal avec 1 million d'exemplaires à l'été 95 ou 94, pardon. Ici Paris aussi. Ici Paris, ça c'était après, et Télé 7 jours, le magazine le plus vendu, payant le plus vendu en France. Donc voilà, tout ça c'est des choses qui me plaisent beaucoup, et l'idée encore une fois d'avoir un média populaire, c'est toujours le truc qui m'a beaucoup plu, quoi. Et vous avez évoqué RMC, là on vous y retrouve régulièrement aux côtés d'Estelle Denis de midi à 15 heures sur RMC et aussi diffusé à la télé sur RMC Story. Alors c'est vrai que c'est un exercice où on n'a pas trop l'habitude de vous voir parce que vous évoquez l'actualité au sens large plutôt que les médias et ça vous plaît autant de traiter la Oui, politique ou en plutôt fait les médias. j'avais déjà un peu commencé à faire ça chez Audrey, parce qu'il Oui. y a quelques fois où Sur j'étais LCI. chargé voilà, sur LCI, j'étais chargé d'interviewer des gens ou de faire une chronique pour essayer de battre en brèche une fake news, ou parler des vaccins, alors à l'époque il n'y avait pas encore de vaccins, mais parler du Covid, etc., pour essayer de démonter certaines infos. Donc l'idée de parler d'autre chose que les médias, c'est quelque chose qu'on a commencé à faire dans l'émission d'Estelle, dans l'émission d'Audrey sur LCI assez régulièrement. Donc, et c'est vrai que c'est un exercice qui me plaît bien. Après, la difficulté que j'ai maintenant, enfin la difficulté non, mais la chose nouvelle que je dois faire avec Estelle, c'est donner son avis. C'est-à-dire qu'en fait, Oui. comme il y a Rémi Barré qui donne les informations, nous qui sommes autour du plateau, on doit donner notre avis. Et en fait, je me suis dit, je ne vais pas y arriver parce que bon, mon avis n'intéresse personne. En fait, sur chacun des sujets d'actu, on a toujours une expérience particulière, soit un vécu particulier, soit un témoignage qu'on a pu recueillir, soit quelque chose qu'on sait parce qu'on a bossé sur le sujet. Donc finalement, c'est pas si compliqué que ça. Donc voilà, ça se passe très bien, c'est très agréable. Le dialogue avec les auditeurs, ça c'est un truc plutôt nouveau pour moi. De dialoguer avec les auditeurs, c'est quelquefois un petit peu rugueux, mais c'est vachement intéressant. Et je trouve ça très très bien. Et puis surtout, Estelle est une chef de bande, tout comme Audrey, qui est vraiment très bienveillante et tout en étant ferme dans la tenue de son plateau. Et franchement, c'est top. Et c'est vrai que parler de l'actu au sens large et notamment de politique, ça peut créer plus de crispation que de parler de koh ou de The Voice. Bien sûr, Donc on l'a vu tout à fait. récemment quand vous avez fait une sortie sur les vaccins, ça a tout de suite créé la polémique, alors que ça l'aurait moins été peut-être quand vous évoquiez The Voice dans TPMP par exemple. Alors absolument. Alors en fait, j'ai employé un mot que j'aurais pas dû employer. D'ailleurs, je me Oui, suis excusé tout de suite, oui je bien l'ai sûr. retiré tout de suite. Mais en fait, le mal était Mm. fait. Et après, sur les réseaux sociaux, il y a eu pendant une semaine beaucoup de Ouais. bashing. Mais bon, ça c'est pas très grave. Je dirais, c'est les aléas de ce genre de truc. Il suffit de ne pas y prêter trop attention. Tout ce qui est excessif est insignifiant, dit Mm. c'est Talleyrand, donc de toute façon, c'est pas très très grave. Mais Disons que sinon, c'est la rançon de la gloire. oui, enfin, je sais pas si c'est la rançon de la gloire. C'est un peu le revers de la C'est médaille, en tout ça. cas, ça c'est sûr. Voilà. Mm. Mais non, sinon, ça se passe vraiment plutôt bien et la plupart des débats sont très très bon enfant. Et encore une fois,
des échanges riches, fructueux, intéressants. Et je pense que bon, l'émission, elle a déjà un peu cranté par rapport à celle qu'on remplaçait, qui était le débat entre Neumann et le Chypre. Et donc je pense que on verra avec les audiences radio, mais je suis sûr que ça marche bien. Alors, vous vous souvenez sans doute de votre chronique Les chiffres de Titi dans TPMP. Je veux juste qu'on la refasse. Je vais vous donner un nombre et vous allez me dire à quoi il correspond. Vous allez essayer de deviner en tout cas. 1 330 000. Ça vous concerne? 1,3 million, ça me concerne. 1,3 million. Alors, est-ce que vous voulez un petit indice? Ouais, je veux bien, oui. Parce qu'un Alors, million 3, je présume que c'est une audience. voilà, exact. Alors, Euh, c'est une audience, ça vous concerne. Alors, l'indice, c'est 3 lettres. JLA. JLA. Alors, c'est une personnalité, JLA, dans le monde des médias. Jean-Luc Azoulay. Oui. Alors, pourquoi ça vous concerne? Pourquoi ça me concerne Jean-Luc Azoulay, il produit tous les feuilletons, les sitcoms. Ouais. Alors, est-ce Non, je que vois pas. je vous donne la réponse? Alors, Jean-Luc Azoulay était présent lors de cet événement. C'est le nombre de téléspectateurs qui ont suivi votre départ le Ah, 9 mai 2017 et il était en plateau ce soir-là. absolument. Ouais. C'est vrai qu'il J'avoue que c'était un peu tiré par les cheveux, mais y avait aussi un de ses acteurs, et alors Puis, c'est drôle parce que Patrick Puydeba. Hein. ouais, Jean-Luc a dit à ce moment-là, oui, bon, vous savez, quand je suis parti, il a dit, mais vous savez, il y a plein de gens comme ça qui quittent la télé et qui reviennent. En fait, je suis pas revenu à TPMP, et puis voilà, et mon départ était définitif, oui, oui, absolument. Alors définitif, mais alors quand même, alors dans EPAF, on l'avait révélé, il y a eu quelques discussions cet Oui, été, vous avez failli oui, revenir. Alors en plus, oui, vous êtes l'un des chroniqueurs historiques parce que vous étiez présent depuis oui, la toute première, le 1er avril 2010 sur France 4, et il y a eu une tentative de retour pour cette saison 12 maintenant. oui. Cyril m'a contacté au mois de... En fait, j'étais passé sur le plateau pour l'anniversaire, Ouais. dans le 6 à 7 avec Casta. Donc Cyril était passé, il m'a dit il faut vraiment qu'on se voit, tout ça. Il m'a appelé un petit peu après pour qu'on se voit à son bureau. On s'est vu, pendant 1 heure on a papoté. Et il m'a dit j'aimerais bien que tu reviennes pour un quart d'heure média, je voudrais remettre du média dans l'émission. Un quart d'heure média tous les jours, qu'est-ce que tu en penses? Je dis oui, il n'y a pas de souci. Il me dit en plus, ce sera une chronique in et out. Tu resteras pas sur le... Moi je voulais pas revenir dans TPMP. Mhm. Et donc ça aurait été juste avant, entre 18h50 et 19h10 à peu près. Donc je lui ai dit ouais, pas de souci. Après, il a passé le bébé à ses équipes pour finaliser un peu les choses. Et là, j'ai eu la surprise de voir qu'en fait, il me proposait pas de contrat. Ouais. C'est-à-dire que j'y allais un petit peu comme ça, sans filet de sécurité. Il n'y avait pas de contrat de saison comme pour les chroniqueurs. Quand on est chroniqueur, on a ce qu'on appelle un contrat de saison qui nous garantit à peu près qu'on a du taf jusqu'à la fin de la saison. Voilà. Et donc ils m'ont dit non, non, pour les chroniques in et out, il n'y a pas de contrat, ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce que je pense que aussi bien Jean-Luc Lemoyne que Camille, que Bertrand avaient des contrats de saison, donc bon, ils ne voulaient pas en faire, ils ne voulaient pas en faire. Donc j'ai dit ok, bon, ça me froisse un peu, et à ce moment-là, Estelle m'a proposé de rejoindre sa Voilà. bande avec un contrat de saison sur RMC, donc c'est vrai que pour le coup, j'ai choisi un peu la sécurité. Et puis l'autre truc aussi, c'est que si j'avais pas de contrat, connaissant Cyril et le fait qu'ils peuvent changer d'émission au bout de 15 jours, je pouvais me retrouver le 15 septembre ou ou le 30 septembre sans plus rien du tout. Donc Bien sûr. voilà, j'ai joué un peu la sécurité et j'ai pris l'émission d'Estelle. Mais on continue d'échanger avec Cyril au moment de son anniversaire. Là, Voilà. on s'est envoyé des SMS, tout va très bien. Il y Les a, rapports sont bons. les rapports sont excellents. Et alors vous avez quitté l'émission en 2017 et il y en a un actuellement qui est quand même beaucoup moins présent. Ça fait d'ailleurs l'objet d'une chronique, c'est Jean-Michel Maire. Alors en fait, quand je suis parti en 2017, j'avais fait mon meilleur mois juste avant. Maxime avait fait le mois d'avant pas mal de présence, et le mois d'avril, j'avais fait quasiment beaucoup d'émissions. C'était pas un problème de présence. Franchement, Ouais. je sais que les gens ont du mal à le croire, mais en fait, je m'en foutais d'y être un peu moins. C'est simplement que j'avais vraiment l'impression d'avoir fait le tour, et que l'émission était moins une émission média, parce qu'en fait, les PMP, il y a eu 3 grandes périodes. Il y a eu la période de télé pure qui a duré jusqu'en 2016 à peu Ouais. près. 2019, Divertissement, après. divertissement, et ça c'était, moi c'est pas un truc qui me correspondait, Mm. et maintenant Actu. c'est devenu une émission très actu, et maintenant très politique d'ailleurs, parce que Mm. l'actu est politique. Exact. Avec Jean-Michel, je pense que la problématique est un peu différente. J'ai le sentiment, mais ça n'est que mon analyse, que le personnage que Jean-Michel avait à l'antenne, qui est
un petit peu le dragueur compulsif, capable de sortir en boîte jusqu'à 5 heures du matin et d'avoir flirté avec plusieurs filles dans la même soirée. C'est un personnage qui a un peu du mal à être pertinent aujourd'hui, après MeToo, après la façon dont la télévision est en train de changer. Ce personnage un petit peu de dragueur compulsif, à mon avis, c'est un personnage qui correspond moins à ce que les gens attendent. Donc je pense aussi que c'est cette analyse qu'a fait Cyril, et donc je pense qu'il a moins mis Jean-Michel à l'antenne à cause de ça, non pas parce que Jean-Michel est quelqu'un de pas sympathique, parce que c'est quelqu'un de très sympathique, mais plus par rapport à son personnage de fêtard, etc., qui je pense est moins dans l'air du temps. Et d'ailleurs, vous évoquiez l'année 2016, donc marquée par vraiment le fait que l'émission soit ancrée dans le divertissement, et c'était également marqué par l'arrivée de Mathieu Delormeau, qui est d'ailleurs revenu pour cette saison 12. Alors, Oui. qu'est-ce que vous pensiez de ce retour? Je pense que la télé lui manquait. Je pense que, alors pour le coup, lui, moi, quand je suis parti, j'avais pas derrière l'idée de continuer à LCI ou d'ensuite de bosser avec Audrey Crespo-Mara ou de bosser avec Estelle. Donc à l'époque, j'étais patron de Télé 7 et voilà, j'arrêtais la télévision parce que l'émission ne convenait plus. Mais c'était pas pour aller ailleurs. Je sais que les gens ne croient pas quand je dis ça, mais c'est la stricte vérité. Je pense que Mathieu, lui, il a un besoin irrépressible d'être aimé. Et donc je pense qu'il a un besoin de télévision et de reconnaissance, et je pense que c'est pour ça qu'il est revenu. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez gardé contact avec les anciens chroniqueurs? Par exemple, Bertrand Chameroy, qui est parti chez la concurrence, qui est tous les soirs dans C'est à vous? Oui. Alors on échange avec Bertrand, on échange avec Jean-Luc Lemoyne, on échange avec Valérie Benaïm un petit peu aussi, pas tellement avec Jean-Michel d'ailleurs depuis que je suis parti. Même si encore une fois on s'entendait très bien. Ah oui, oui, parce que vous formiez un Ouais, duo, ouais. l'un des duos les plus mythiques. On n'a pas tellement échangé depuis. J'ai échangé avec Enora, pas mal. Voilà, c'est un peu ceux avec qui j'ai gardé le contact. Les autres, bon, j'avais moins d'atomes crochus, on va dire, avec eux. D- Maxime, on a échangé Oui, pas Maxime. mal. Et d'ailleurs, Jean-Luc Lemoyne, vous aviez même participé à plusieurs numéros de Samedi dans Rire sur Oui, France 3. absolument, Mm. absolument, absolument. Deux. Alors, et maintenant, alors, on vous voit sur Twitch. Oui. Voilà, vous avez réussi à faire intéresser les médias à un public plus jeune. Vous êtes fier de ça? Alors, je pense que j'ai remarqué en commençant Twitch, après Samuel Etienne, bon, lui, il a choisi la revue de presse, moi, c'est plutôt le décryptage Ouais. média. J'ai remarqué qu'en fait, les jeunes qui sont sur Twitch ne connaissent pas grand-chose. Alors, ils ne regardent pas beaucoup la télévision, mais sur le média en général, ils se posent plein de questions. La façon dont sont mesurées les audiences, quel est le rôle du CSA, pourquoi le CSA interdit à Zemmour de parler, plein de questions comme ça sur lesquelles moi je connais ça par cœur, donc Mm. j'ai pas l'impression de donner un savoir extraordinaire, mais c'est vrai qu'en échangeant, hier soir j'ai été sur un live d'un jeune qui est en train de faire le tour du monde avec Google Maps, euh, Mm. au profit d'une association 30 millions d'amis, et donc j'ai été avec eux pendant en vocal, enfin, c'est-à-dire juste avec la voix pendant 1 heure. Ils m'ont posé plein de questions sur. Et alors, c'est toujours les mêmes. Bon, évidemment, des questions autour de TPMP, mais aussi des questions sur la télévision. Comment ça marche, combien sont payés les gens, pourquoi une émission s'est arrêtée, pourquoi celle-ci fonctionne. Enfin voilà, il y a toujours Ouais. plein de questions. Et donc, ben, comme l'actualité média est très riche, bon, par exemple, demain, je vais faire un live, on va évidemment parler de The Artist et du changement de jour et de pourquoi ça n'a pas fonctionné. On parlera aussi de la chronologie des médias qui est en train de bouger un peu. Enfin, il y a tous les jours. Alors, je fais des streams en général 2 fois par semaine, Voilà, c'est 2 fois par semaine, voilà, exact, peut-être c'est ce que je veux 3, dire. Mm. on verra. Bon, là, j'ai fait une pause pendant l'été parce que j'ai eu un problème perso, donc j'étais absent entre juillet et Ouais. mi-septembre. Mais là, c'est reparti, donc j'ai continué à les faire 2 fois par semaine. Et par exemple, vous êtes rémunéré pour Twitch? Non, pas très peu. Très Enfin, peu. ça ne paye pas l'investissement. Moi, D'accord. j'ai acheté un ordinateur, Ouais. un stream deck, un micro, tout ça, qui sont dans mon studio là. Donc non, ça paye pas, mais bon, ça donne un tout petit peu de. Mm. J'ai pas une communauté suffisamment fidèle et puissante pour que ça me rémunère et que ça m'offre un salaire. Non, non, Mais c'est puis. pas grave. En fait, je le fais vraiment pour. En fait, j'ai commencé Twitch l'année dernière parce que comme j'avais plus LCI et que j'avais pas encore Estelle, Mm. j'étais un peu entre deux. Voilà. Et Ouais. donc, je me dis, il faut continuer à faire des choses autour des médias. Donc, c'est un peu ce qui m'a donné l'idée de Mm. faire les live Twitch. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont voulu s'essayer à Twitch, mais ils sont pas vraiment rentrés dans le module. Mais vous employez le vocabulaire. Enfin, j'ai remarqué que vous êtes très vite adapté à ce logiciel.
En fait, avant de me lancer l'année dernière, je me suis lancé au mois de mars-avril. Avant ça, j'ai été pas mal sur plein de lives pour voir comment ça Ouais. fonctionne. Et je pense que c'est un peu ça le secret. Et l'autre chose qu'il faut faire quand on arrive sur Twitch, c'est y aller avec humilité, parce qu'on apprend tous les jours sur ce qui se passe sur Twitch. Et puis, il faut aussi essayer de proposer quelque chose qu'il n'y a pas. Alors j'aimerais juste qu'on revienne sur trois faits médias si vous le voulez, comme ça on Ouais. parle médias ensemble. Alors la première, vous l'avez évoqué, c'est Viartist. Donc on l'a appris récemment, Viartist bascule le vendredi soir en deuxième partie de soirée sur France 2. C'était le samedi soir en prime time. Que retenez-vous de cet échec? Alors, moi, j'ai tweeté après l'émission de samedi soir que ça allait faire encore moins que la semaine précédente, parce qu'en fait, il y a eu plusieurs erreurs de base sur The Artist. La première, ça a été de faire une promotion en disant vous allez voir ce que vous allez voir, ça va être très très différent de tout ce qu'il y a eu avant. En fait, c'était pas si différent que ça. À part la typologie des gens qui étaient concurrents, c'est-à-dire des auteurs, compositeurs, interprètes, ça reste une émission musicale. Donc après, Nagui a beaucoup joué les Calibéraux en disant que The Voice lui était mis en face. Je pense que c'était la deuxième erreur, ça a été de lancer ça à la rentrée. Parce qu'il faut comprendre que dans les saisons télé, TF1, il sort toujours ses blockbusters en septembre. Koh-Lanta, The Voice, Danse avec les stars. Danse avec les stars, tous les gros formats commencent en septembre. Donc moi, j'aurais été le producteur de The Artist, j'aurais lancé ça en janvier. Parce que la rentrée de janvier, elle est moins cruciale. Et il y a plus de monde. Il y a moins de blockbusters, il y a plus de monde, etc. La troisième chose, c'est que il a voulu prendre le contre-pied de tout ce qui se faisait en matière de télécrochet. Et donc, par exemple, il n'a pas pris un jury connu. Sur le thème, je vais prendre un jury professionnel et pas un jury connu. Donc, en voulant faire absolument l'inverse de tout ce qui était fait sur TF1 dans The Voice et dans les autres télécrochets, du coup, il a fait une émission qui n'avait pas les bons ingrédients. La quatrième chose, c'est que quand il a commencé le numéro 1, il a commencé à 20h40 avant The Voice, et toutes les prestations de cette première demi-heure, c'était des reprises. Or, comme le concept de base, c'est de dire, je vous présente des auteurs, compositeurs, interprètes. Il aurait fallu qu'ils interprètent leurs propres chansons, bien sûr. Voilà. Si on voit des reprises, ça n'a pas d'intérêt. Donc pour le coup, c'était vraiment une émission comme les autres. Voilà. Deuxième fait média, c'est Bruno des 12 coups de midi avec Jean-Luc Reichmann sur TF1 qui est devenu millionnaire. C'est le record historique en France. Alors il y a des polémiques parce que certains jugent que la production le favorise. Vous en pensez quoi de ça? Alors moi, je pense qu'effectivement, les productions favorisent plutôt les candidats au long terme. Souvenez-vous, il y a 10-15 ans, il n'y avait pas ce type de feuilletonnage sur les jeux. C'est-à-dire que quand il y avait des gens qui gagnaient, ils gagnaient, mais jamais, ils restaient jamais aussi longtemps. Et puis on s'est aperçu que lorsqu'un candidat commence à être là depuis très longtemps, ça passionnait le public. Voilà, et puis on essaie, comme c'est en plus des quotidiennes, il faut attendre seulement le lendemain pour avoir la suite du feuilleton. Donc c'est comme les feuilletons quotidiens. On est un peu accro à ça et on a envie de voir jusqu'où va aller le champion. Et avant, il n'y avait pas de champion comme ça. Maintenant, il y en a de plus en plus. Et je pense, oui, quand même que la production a intérêt à ce que ce genre de champion aille de plus en plus loin et de plus en plus haut, parce que ça permet de faire, là aussi, de raconter une histoire qui plaît beaucoup aux téléspectateurs. Donc voilà, je pense qu'effectivement, il n'y a pas de secret. Et de quelle manière elle favorise les candidats? En donnant des questions plus simples, par exemple? Je n'ai pas regardé les dernières prestations de Bruno, mais je sais par exemple, pour avoir été une fois sur un jeu, et c'était pas du tout, n'oubliez pas les paroles, mais je sais que pour avoir été sur un gros jeu qui était une grosse mécanique, il y avait une petite astuce qui était utilisée par la maison de production. Quand leur champion était un peu en difficulté, hop, il y avait un bug informatique. Et donc à ce moment-là, on reprenait... Il refaisait... Et donc il reprenait un petit peu en arrière. Donc voilà, c'est une petite astuce qui fait que de temps en temps, quand le champion est en difficulté, alors je ne sais pas si c'est utilisé dans le cas présent, mais moi je sais que je l'ai vu sur un enregistrement d'un gros jeu il y a quelques années, il y a plusieurs années. Ok. Et alors, troisième fait média, c'est la saison 11 de Danse avec les stars, lancée récemment sur TF1 après 2 ans d'absence, et avec Camille Combal, que vous connaissez bien. Il y a eu pas mal de changements. Vous en pensez quoi? Je trouve que alors, les audiences sont pas mal quand même. Ouais. Ils ont plutôt bien alors, ça a fait 4,3 millions pour le lancement, et même 5 millions si on compte le consolidé avec les replays. Et en deuxième épisode, quand même une baisse de 500 000, 3,8 millions, exact. 3,8 millions. Non, je pense que... Qui aurait dit, il y a 10 ans, qu'un jour on aurait eu une émission sur la danse de salon sur la première chaîne d'Europe? Moi, je trouve que voilà, c'est une vraie performance. Et alors surtout, je trouve que Camille est très à l'aise dans l'exercice. Après,
c'est pas une émission que je regarde beaucoup, donc je zappe de temps en temps dessus pour voir un petit peu ce qui s'y raconte, mais je suis pas très très fan de ce genre d'émission, mais peu importe. Je trouve que c'est une super réussite, je trouve que Camille est extrêmement à l'aise. Je trouve que c'est une émission qui est assez emblématique de l'ère du temps, parce que on a eu pendant un an l'interdiction de se toucher, de s'embrasser et de se prendre dans les bras, et je trouve que Danse avec les stars, c'est un peu le symptôme d'une vie qu'on retrouve, parce qu'enfin ils peuvent danser en se touchant, parce que pourquoi ils ont été aussi longtemps absents des écrans, c'est parce qu'en plein Covid, on n'imaginait pas, alors qu'on se reclus chez soi avec des masques de gel et qu'il n'y avait pas encore de vaccin, on ne s'imaginait pas en train de voir des gens en train de se danser collés serrés avec un tango ou un passo doble. Donc là, je trouve que c'est plutôt le symptôme d'un renouveau du fait qu'on peut enfin danser tous ensemble, et ça c'est plutôt bien. Et puis je pense que la danse de salon, c'est un phénomène qui plaît beaucoup aux Français, et je pense que c'est pour ça que ça fonctionne. Et alors par contre, c'est dans une version anglophone qui est actuellement diffusée, il y a eu un cas positif, donc c'est vraiment ce que craint le plus la production, parce que vraiment ça remet en question toute l'émission et les millions d'euros qui sont en jeu. Complètement. Ouais. Alors ils sont testés, je crois, très 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 régulièrement. Ouais. Tout le temps, pour éviter justement que. Alors en plus ils ont enregistré les deux premiers primes, pour éviter aussi encore là aussi quelques. Je pense que c'était plus simple aussi à gérer. Mais je trouve franchement, moi ce qui me plaît le plus dans cette histoire, c'est la façon dont Camille est à l'aise avec ça. Je pense que Camille a vraiment l'étoffe d'un super animateur. Franchement, pour moi, c'est vraiment c'est un futur grand. Et quand vous regardiez en plateau son poste de surveillance, vous vous disiez qu'il serait un grand animateur sur la première chaîne d'Europe? Personne pensait ça à l'époque, ouais. parce qu'on était tous dans une aventure, on était tous ensemble et très contents d'y être, donc on n'imaginait pas l'après TPMP. Mais c'est vrai qu'au fil des années, au fil des mois, on voyait bien que Camille était quelqu'un qui était destiné à grandir, évidemment. Donc je trouve que c'est plutôt une très bonne chose qu'il soit sur TF1 et qu'il fasse ça, franchement. Et en ce moment, par exemple, en Access, vous regardez quel programme? Alors je zappe je commence par C'est à vous. Ensuite, je zappe sur TPMP et après, je vais sur Quotidien. Ah oui, donc. De 20h. Pas de jaloux. Les trois talks. Honnêtement, je zappe entre les deux parce que j'aime bien. D'abord, j'aime beaucoup la politique, donc c'est vrai que comme TPMP fait de plus en plus de la politique. Quotidien, ils ont dit qu'ils voulaient pas trop suivre la campagne présidentielle, mais ils la suivent quand même. Après, moi, Quotidien, il y a quelques petits trucs qui me gênent un peu. Je trouve que par exemple, le transpi d'Hélène Carbonnier. Il se moque un peu de temps en temps des tournois de fléchettes en province ou des concours de majorettes. Voilà, je trouve que c'est un peu le regard d'un Parisien sur la province. Voilà, je dirais qu'à part ça, on sent que c'est une émission très parisienne. Et ce que j'aime bien dans l'émission de série, à contrario, c'est que y a des gens, les témoins qui viennent sur le plateau sont vraiment toujours très pertinents et c'est des vrais, quoi. Il n'y a pas de tricherie, quoi. Donc non, mais je zappe entre les deux parce que en plus c'est le moment où alors après je vous dis en général après 20h15 20h30 je regarde un peu les autres programmes et après je vais ailleurs. Je regarde rarement jusqu'à 21h15. Je regarde rarement jusqu'à 21h15. Alors passons à la séquence de fin, c'est la télé de l'invité. Je vous pose des questions, vous me répondez. Alors plutôt Estelle Denis ou Audrey Crespo-Mara? Ah, c'est vraiment deux styles différents. J'aimais beaucoup le côté décryptage de l'info avec Audrey. Ouais. Franchement, c'était assez génial. Franchement, ouais, je dirais Audrey. Alors, Daniel Riolo ou Perico Légas? Ah, bonne question. Plutôt Daniel Riolo, parce que je trouve que tous les deux, dans certains coups de gueule, je trouve que les coups de gueule de Daniel Riolo sont plus argumentés que ceux de Perico Légas. C'est vrai, et en plus, comme vous, lui, il était ancré dans le sport, et maintenant il parle de l'actu en général, et vous, c'est un peu le même parcours, c'était média, et maintenant l'actu. L'émission télé qui vous manque le plus? L'émission télé qui me manque le plus? La piste aux étoiles. Il faut comprendre qu'à l'époque, il y avait très peu de chaînes, et que donc la piste aux étoiles, c'était vraiment un événement pour tous les enfants de France. On va dire, pour les plus jeunes qui nous regardent, c'est l'ancêtre du plus grand cabaret du monde, on peut dire ça comme ça?
On peut dire ça comme ça, absolument, absolument. C'était des numéros de cirque qui étaient présentés par Roger Lanzac, Mm. et c'était un événement pour les enfants de toute la France qui se retrouvaient devant le poste pour regarder ça. Il y avait un autre truc que j'aimais beaucoup, beaucoup à l'époque, c'était la séquence du spectateur, où il y avait des petits extraits de films Ah qui oui, étaient montrés le dimanche matin. Il y avait 3 extraits de films, ça durait une demi-heure, et c'était une émission qui était assez mythique. Si, un autre truc que j'aimais beaucoup, c'était les Shadocks. Ça, ah vraiment, oui. c'était un truc que j'adorais parce que c'était complètement loufoque, complètement déjanté. Si vous avez l'occasion d'aller voir les Shadocks sur internet, allez-y pour les plus jeunes parce que franchement, c'est un truc assez génial. Autre question, le meilleur chroniqueur de TPMP actuellement? J'hésite entre Nicolas Pernikov et Géraldine Maillet, mais je dirais Nicolas Pernikov. Mm. Je trouve qu'il a ses analyses sont toujours très très pertinentes. Et, Même si je ce- suis pas toujours d'accord avec lui. Mm. Et celui que vous appréciez le moins? Isabelle Morini-Boss. Ah oui, oui, ça c'est connu. Ouais. J'ai jamais eu de feeling. Je trouve qu'elle est. Dès que c'est un programme M6, c'est forcément un bon programme. Je pense qu'elle n'a pas beaucoup de recul. Et surtout, ouais, j'ai pas du tout la même vision de la vie et de la société qu'elle. Plutôt CNews ou LCI? Alors là, il Ah, peut avoir deux points de vue, en tant que téléspectateur et en tant que salarié, j'ai envie de dire, parce que vous avez fait moi, les deux chaînes. ouais. Bon, j'étais heureux dans les deux sociétés. Donc en fait, en tant que salarié, ça changeait pas grand-chose. Moi, je regarde Pascal Pro tous les matins Mm. parce que j'aime beaucoup d'abord la personne. J'ai été au tout début de son émission de l'heure des pros quand j'étais encore dans la matinale de LCI. J'ai eu la chance de faire 2 ou 3 fois l'heure des pros et Matinale de vraiment CNews. de CNews, Mm, pardon. mm. Oui, oui. Oui, quand j'étais dans la matinale de CNews, Ouais. pardon. Après avoir quitté Touche pas à mon poste, j'ai fait en fait une saison Exact. à la matinale de CNews. Donc Pascal m'a pris 2 ou 3 fois dans cette émission et je trouvais que il avait une façon de mener son émission. Je dis pas que j'avais senti que ça allait devenir un carton, mais moi j'ai toujours beaucoup aimé cette sincérité qu'il a pour animer son émission. Et donc voilà, je dirais CNews. Et puis en plus, je trouve que on avait tellement peu l'habitude d'avoir des médias audiovisuels avec un parti pris, Mm. avec des avis tranchés, que je trouve que voilà, ça renouvelle pas mal le genre. Après, on peut ne pas être d'accord avec ce qui se dit sur l'antenne, mais j'ai envie de dire, si on n'est pas d'accord avec CNews, ben on zappe. On zappe, Mais ouais. je dirais CNews. Et on parlait de Pascal Pro, encore un qui était ancré dans le sport Oui, et qui est maintenant dans l'actu. Alors c'est vraiment des parcours que on revoit de plus en plus, je tout à trouve. fait. Je trouve que le parcours de Pascal, enfin aujourd'hui, il est devenu, je trouve qu'il se... La vraie force de Pascal, c'est qu'il pose à ses invités les questions qu'on se pose devant le poste. Et ça c'est une vraie force. Ouais. C'est une vraie force. Et la vraie force de Pascal Pro, c'est aussi d'être né à Nantes comme moi, pas loin de Fontenay-le-Comte. On l'embrasse. Absolument. Ma femme étant de Saint-Nazaire, on s'est rencontrés à Nantes, donc tout ça c'est... Ah oui, bah voilà. Et enfin, dernière question, le pire invité de TPMP. En 7 ans, vous en avez dû en voir. Oh, le pire invité, je crois que c'était Affida Turner qui avait quitté le plateau. Ah oui, la toute première saison sur France 4 avec Christophe Carrière, c'était très fort ça. Christophe Carrière avait dit qu'en fait sa carrière cinématographique c'était pas grand chose. Et qu'elle n'était pas connue. Voilà, et elle avait piqué la mouche, pris la mouche, elle était partie. Il y a eu aussi Hélène Rolls Ah oui. Hélène Rolls qui était pas très bonne en invité parce que elle jouait pas le jeu. Mm, Je pense que quand on va dans l'émission de Cyril, il faut jouer le jeu. C'est-à-dire que quand il fait des blagues, il faut essayer de rentrer un mm. petit peu Ouais. dans son délire. Et donc c'est vrai qu'Hélène, parce que par timidité sans doute, enfin j'en sais rien, elle n'était pas du tout rentrée dans le jeu et ça avait fait une émission assez triste. À contrario de celle qu'on avait fait avec Patrick Puydeba et Jean-Luc Ouais. Azoulay, la fameuse émission où je sais pas si Exactement. où ils étaient top. Mais voilà, Hélène, ça n'avait pas été une super émission. Pas de très bon souvenir. Eh bien, écoutez, c'est la fin de ce nouveau numéro de EPAF. Merci beaucoup Thierry Moreau, c'était un plaisir vraiment de parler médias avec vous et de parler de votre parcours, c'était passionnant. Donc on se retrouve très vite dans EPAF. Et en plus, je vous avais interviewé il y a 6 ans dans les médias en folie, ça s'appelait, donc ça remonte. Voilà. Donc j'avais 15 ans, donc ça fait longtemps, et là Je me souviens. j'en ai 6 de plus, donc vraiment c'était un plaisir. Et à très bientôt dans EPAF. À très bientôt. Au Voilà. revoir. Et puis n'oubliez pas, le midi entre 15h entre Oui, midi et 15h sur RMC Story et RMC. bien sûr. Et sur Twitch. Et sur Twitch. Salut, au Voilà. revoir.